Bonjour les étudiants et bienvenue sur notre première capsule qui va parler de la profession de l'éducateur. Voici le plan de cours. Donc tout d'abord un bref historique, ensuite la définition de l'éducateur spécialisé et plus spécifiquement de l'agent d'éducation, les différentes fonctions de l'agent d'éducation, les outils qu'il a à sa disposition, les missions et objectifs, et enfin les caractéristiques de travail. Alors, tout d'abord l'historique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, au début, donc je vous parle de ça, on va dire avant la Révolution belge, avant 1830, il n'y avait pas évidemment d'éducateurs. Les personnes en situation de difficulté étaient la priorité finalement de l'Église, étaient pris en charge par des congrégations religieuses, moyennant évidemment une certaine évangélisation. Progressivement, donc entre la Révolution belge et la Deuxième Guerre mondiale, on prend une longue période, progressivement le prolétariat, donc les ouvriers, vont s'organiser. Au lendemain d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, on va voir apparaître un système de protection sociale qui jettera les bases de notre système de sécurité sociale actuel. Alors c'est dans cette période qu'apparaît le premier centre de formation qui n'est alors que pour les éducatrices. La période d'après-guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on va parler des 30 glorieuses. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est finalement une période de richesse. Le pays doit se reconstruire bien évidemment, mais l'État a de l'argent donc pour donner des aides financières et puis pour engager, parce qu'évidemment le pays doit être reconstruit. Suite à la guerre, beaucoup de personnes sont décédées, donc évidemment il y a de l'emploi pour tout le monde. Et dans cette période un petit peu de richesse, de plein emploi, eh bien on va voir apparaître un métier d'éducateur qui va commencer à s'affirmer. Et on va voir apparaître également plusieurs centres de formation. Malheureusement, après 1976, c'est une situation qui ne dure pas. Donc, ce qu'on appelait l'État-providence, qui donnait de l'argent un petit peu à tout va, s'effondre quelque peu en raison de plusieurs crises. Il y a beaucoup de chômage, le travail est précaire, et donc, et parallèlement à ça, l'État réduit ses aides financières. Ça veut dire qu'elle n'intervient plus pour n'importe quoi. Donc on resserre les cordons de la bourse. Malheureusement, vous le savez, du chômage, de la précarité d'emploi peuvent découler d'autres problématiques telles que la dépression, l'alcoolisme et qui peuvent, elles également, entraîner d'autres problématiques telles que je sais pas moi, la maltraitance, la violence, etc. Et donc là, on comprend bien qu'il faut diversifier les pratiques. On ne s'occupe pas de la même manière d'un enfant que d'une personne qui doit être réinsérée parce que les problématiques sont de plus en plus complexes. C'est donc à cette période-là que l'on va reconnaître enfin le statut de l'éducateur en 1996 qui apparaît donc dans la loi selon ces termes. La personne d'éducateur est donc une personne qui favorise par la mise en œuvre des méthodes de techniques spécifiques le développement personnel, la maturation sociale et l'autonomie des personnes. Donc à ce moment-là, le métier d'éducateur est vraiment reconnu par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se revendiquer éducateur si on n'a pas le titre. C'est un titre qui est donc protégé. Alors, on va évidemment s'intéresser plus spécifiquement à l'agent d'éducation, la définition de l'agent d'éducation, qui est donc finalement un professionnel qui éduque, donc qui va accompagner un bénéficiaire ou un groupe de bénéficiaires en respectant un projet éducatif et qui travaille souvent en collaboration. Pour ce faire, il doit intégrer ces tâches dans des fonctions. Alors que ce que c'est une fonction, c'est un grand ensemble de tâches qui va nous permettre d'atteindre un certain résultat. Alors ces fonctions, vous les avez dans le cours, mais vous en parlerez à mon avis beaucoup plus spécifiquement dans le cours d'AIP, donc on ne va pas véritablement y revenir de manière très approfondie. Sachez juste que lorsque vous
par exemple, rassurer un enfant qui vient de quitter sa maman en arrivant à l'école et qui pleure et que vous le prenez dans ses bras pour le rassurer, vous êtes finalement dans la fonction de sécuriser le bénéficiaire. Autre exemple, si vous travaillez dans le secteur de l'aide à la jeunesse et que vous mettez en place un projet pour trouver une école à un jeune qui est dans un appartement supervisé en autonomie, vous êtes dans la fonction 3, réinsérer et mettre en autonomie. Alors les outils maintenant. Donc évidemment pour mener à bien tous ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, l'éducateur dispose de différents types d'outils. Les outils conceptuels, les outils techniques et enfin les outils personnels. Alors, les outils conceptuels d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc c'est évidemment toute la théorie qui va être apprise lors de la formation. Donc c'est par exemple, je travaille avec des enfants, et bien dans mon cours de psychopédagogie, j'ai appris le développement de l'intelligence de l'enfant selon Piaget. Les outils techniques, maintenant, c'est toute la méthodologie, tout le savoir-faire de l'éducateur. Donc, c'est par exemple, j'ai appris dans mon cours de technique éducative à animer, par exemple, un temps libre avec les enfants. Et enfin, les outils personnels, c'est la manière d'être, les convictions, toutes les expériences personnelles, la personnalité également de l'éducateur, puisque, bien évidemment, votre premier outil, c'est finalement vous-même. Donc, par exemple, si vous avez été chef scout, eh bien, vous allez utiliser toute votre expérience, tout ce qui s'est passé dans cette tranche de vie de chef scout pour travailler en tant qu'éducateur, puisque vous aurez peut-être une certaine expérience d'un groupe d'enfants, par exemple. Autre exemple, si vous avez des enfants, eh bien, vous allez peut-être utiliser cette expérience-là pour langer, pour faire le change d'un enfant en bas âge. Les missions et les objectifs. Alors, tout d'abord, il faut bien savoir que l'éducateur, l'agent d'éducation, fait partie du secteur non marchand. Qu'est-ce que ça veut dire? Le secteur non marchand par opposition au secteur marchand, c'est évidemment un secteur dans lequel on n'essaye pas de faire de l'argent. Bien évidemment, personne ne va jamais venir vous payer parce que vous vous êtes occupé de lui. C'est finalement le cas de tous les métiers dits, enfin de certains métiers dits sociaux. C'est le cas de prof, je vous rassure. L'éducateur est donc un travailleur social, et donc sa mission, elle est à deux niveaux finalement. Il y a une mission politique et une mission relationnelle. Alors, la mission politique, c'est un peu trop vite, la mission politique, c'est vraiment super important. C'est de prendre conscience que finalement, vous êtes en première ligne et votre objectif à vous, c'est de faire remonter toutes vos observations du terrain. C'est de faire remonter aux politiciens tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et d'essayer de faire bouger un petit peu les lignes, de dire bon là, ça ne va pas, il y a un public qui est défavorisé, il y a ça et ça, on ne fait rien pour eux, il faut faire bouger ça. Donc vous, votre objectif, c'est vraiment de partir du terrain, de faire remonter les informations aux personnes qui décident finalement, et qui ne sont pas nécessairement sur le terrain. Et enfin, la mission relationnelle, évidemment, elle est beaucoup plus facile à comprendre. C'est le fait que vous allez travailler constamment en relation avec un individu ou avec un groupe d'individus. Donc finalement, c'est en travaillant avec les gens, avec les bénéficiaires sur le terrain, que vous allez œuvrer pour une société plus juste finalement, puisque vous êtes censé faire remonter ces informations-là pour faire bouger les choses. Donc voilà, mission à deux niveaux, relationnel, mais pas oublier le politique également. Alors, vous avez trois grands objectifs dans le travail qui reviendront tout le temps. C'est d'abord favoriser l'autonomie, favoriser le bien-être et enfin développer un projet de vie. Je ne vais pas m'appesantir plus en détail là-dessus puisque nous y reviendrons ultérieurement. Alors, les caractéristiques du métier. Donc, c'est vrai que c'est un métier très particulier qui a certaines caractéristiques bien spécifiques. Tout d'abord, la diversité. Ensuite, l'intervention au quotidien, le travail en équipe et en partenariat,
l'inscription dans un projet, les différents types de projets, la déontologie. Donc on va aborder ces 6 points-là de manière plus... Alors la diversité, ben oui, évidemment, le métier d'éducateur, c'est un métier hyper varié à plusieurs points de vue. C'est le public évidemment, mais c'est évidemment la manière de travailler, ce sont les horaires. Si vous travaillez dans un service résidentiel, donc, dans lequel vous faites les nuits par exemple, évidemment vous n'aurez pas le même horaire que quelqu'un qui travaille dans une maison de devoir par exemple. Si vous travaillez avec des personnes handicapées, ce ne sera pas la même manière de travailler que lorsque vous irez travailler dans une maison de repos. D'accord? Donc c'est un métier excessivement varié de par le type de bénéficiaire, de par les horaires et de par évidemment les techniques que vous allez, les tâches que vous allez réaliser. Ça, il faut le savoir. Si par exemple vous n'êtes pas du tout à l'aise avec tout ce qui est des tâches de nursing, donc les tâches de nursing ce sont tout ce qui consiste à laver par exemple, ou en tout cas à habiller, eh bien il ne faut peut-être pas aller dans un secteur résidentiel pour personnes handicapées, ou peut-être ce genre de choses peut arriver plus régulièrement. L'intervention quotidienne, ça c'est vraiment super important. Il faut vraiment prendre conscience que c'est au travers des actes de la vie journalière, des actes de tous les jours, que vous allez véritablement réaliser votre mission. Par exemple, si vous faites une tarte aux pommes, vous dites, ben voilà, allez, je travaille avec des enfants, par exemple, et l'après-midi, on va réaliser une tarte aux pommes. L'objectif qu'il y a derrière, quel est-il? Est-ce que c'est de bien manger à 4 heures? Évidemment que non. D'accord? Bon, ça peut peut-être être un sous-objectif, mais c'est évidemment pas l'objectif premier. L'objectif premier, ce que vous allez travailler derrière le fait de faire une tarte aux pommes, c'est peut-être manipuler les chiffres, travailler la règle de 3, mais c'est surtout rentrer en relation avec le bénéficiaire, ou encore favoriser la coopération, ou pour des personnes âgées, essayer de le replonger dans des activités qu'elle faisait régulièrement auparavant, pour essayer de faire revenir certains souvenirs. Voilà, donc vous voyez que, évidemment, l'objectif qui est derrière n'est pas de manger, mais c'est tous les objectifs qui sont derrière l'activité en elle-même. Et ça, c'est absolument primordial. C'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez penser chaque fois. Ok, je vais faire ça. Pourquoi est-ce que je le fais? Quel est mon objectif derrière? Le travail d'équipe et le partenariat, évidemment, l'éducateur ne travaille pas tout seul. Et on va essayer de distinguer le travail d'équipe du travail en partenariat. Le travail d'équipe, c'est quand il travaille avec ses collègues qui appartiennent à la même institution que lui. D'accord? Donc là, vous voyez le petit dessin. Le rectangle représente une institution. Les différents ronds représentent les différents travailleurs sociaux, avec au milieu le triangle, le bénéficiaire. Donc là, le travail d'équipe, je travaille avec des collègues qui font partie de la même institution que moi. Mais je peux également travailler avec d'autres travailleurs qui ne sont pas nécessairement issus de la même institution que moi. Et à partir de ce moment-là, on va parler de partenariat. Donc vous voyez le deuxième petit dessin où vous avez finalement 4 institutions différentes avec des travailleurs issus de ces différentes institutions qui travaillent finalement ensemble pour le bénéficiaire. Un exemple, quand l'éducatrice de l'école téléphone à la police pour organiser une animation sur les dangers de l'alcool au volant et que donc la police vient à l'école, vient vous faire une sensibilisation, etc. On est dans un travail de partenariat. Si par contre, en conseil de classe, l'éducateur va parler avec les profs en conseil de classe, et là, on est dans un travail d'équipe. Okay ? L'inscription dans un projet, maintenant, c'est aussi une notion qui me tient à cœur. C'est le fait de bien comprendre que l'éducateur, bien évidemment, il réalise ses actions
dans l'ici et maintenant, ce sont des actions à chaud, mais néanmoins, il a toujours une réflexion pour le futur. Ces actions, bien qu'étant dans l'urgence, sont toujours finalement prévues et réfléchies avec un certain objectif futur. Par exemple, je travaille avec un élève un jeune qui est en décrochage scolaire. Évidemment, mes actions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entamer des démarches pour lui retrouver une école qui lui convient. D'accord? Donc on va essayer je vais mettre l'étudiant, enfin le jeune au travail pour qu'il fasse des démarches pour trouver une école. Ça, c'est finalement un objectif à court terme. Mais l'objectif à long terme, c'est bien sûr qu'il retrouve une école, mais peut-être aussi qu'il reprenne goût à l'école et qu'il puisse réenvisager un certain avenir qu'il n'envisageait plus. D'accord? Donc ça, c'est l'inscription dans un projet. Bien sûr, on fait les choses dans l'ici et maintenant. Néanmoins, ça s'inscrit toujours dans un projet. Les différents types de projets maintenant qu'il peut y avoir, pour être vraiment bien clair, il y a tout d'abord le projet à la personne. On vient d'en parler. Le projet de l'institution, ça, c'est vraiment, tiens, moi, en tant qu'éducateur, je vais m'insérer dans la rédaction, par exemple, du projet institutionnel. Le projet institutionnel, en 2 mots, parce que nous y reviendrons, c'est le document qui jette les bases de l'action éducative mise en place dans l'institution. Il y a également le projet de la société, on en a parlé quand on a expliqué que l'éducateur avait une mission politique aussi. Finalement, c'est, tiens, qu'est-ce que je joue un rôle dans la société, je prends conscience que j'ai un rôle dans la société. Et enfin, le projet de l'éducateur, c'est important également, c'est finalement, vous avez choisi ce métier-là, et c'est intéressant de s'interroger. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier-là? Quelles sont mes motivations? Comment est-ce que j'envisage mon métier? Parce que vous verrez tout au long de ces 2 années de formation que exercer ce métier ne va pas sans le fait de s'introspecter. Donc c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi, de réfléchir à soi. Qui suis-je? Où vais-je aller? Quelles sont mes valeurs, etc. Donc vous ne ferez pas l'économie d'une grande réflexion sur vous-même, les petits gars. Voilà donc les différents types de projets dans lesquels l'éducateur s'inscrit. Alors, quelles sont les informations, dernier point, quelles sont les informations qui doivent rester secrètes, quelles sont ceux qui doivent être transmises en équipe éducative? Nous parlons ici de la déontologie. Donc, toute une série de questions auxquelles nous reviendrons dans un prochain chapitre qui sera spécifique à cet aspect déontologique. Et donc, on verra ça en long et en large. Alors, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de faire le Learning Apps en lien avec ce chapitre de cours que vous trouverez sur le site. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.